Alors c'est marrant parce que, quand je le déclenche ah si, on est enregistré. Sur proposition effectivement, de Laurent Girard et Damien Saunier, nous vous proposons de partager un tour de table partenarial anglais autour, du partenaire ADEME, qui est un partenaire important, un partenaire, stratégique, qui est, vecteur, de, ces problématiques sur la transition, en la personne de Jean-Paul Georges. Jean-Paul? Bonjour. Je vais Oui, demander peut-être à Laurent de venir sur la slide un petit peu de l'organisation de la matinée. Voilà, super. Donc Jean-Paul, voilà, maintenant je vous visualise avec le déroulé du webinaire. On est d'accord que, cet échange ce matin, vous allez nous parler, des friches dans la stratégie de transition écologique. Vous aviez cette idée depuis longtemps de venir, un peu parler de ce propos, des friches et de la transition? bon, c'est un projet qui a émergé dans le cadre du partenariat qu'on a avec Urbac 4, les 4 agences de la région, D'accord. il y a 2 ans environ Mmh. et qui fait face à un constat qui consiste à dire, enfin, il y a plusieurs constats qui nous ont amenés à Alors traiter ce avant d'aller sujet-là. dans le détail des constats, ce que je veux dire, c'est que ça fait combien de temps que vous pensez à proposer cet échange, et à le partager avec nos partenaires? L'échange, il est dans le cadre du partenariat depuis une petite année à peu près, oui, un peu moins, oui, une année, oui. Super, très bien. Donc je reviens tout de suite à vous pour aller plus en détail, dans cette intention. Alors, avec cette, participation de Jean-Paul, l'idée c'est de fait jour, d'identifier un retour d'expérience local. Je ne suis pas concentrée parce que j'accueille les invités en même temps, je vous prie de m'en excuser, et de proposer, un temps de parole à Philippe Serres. Philippe Serres qui est actuellement, notre partenaire, Belleville, en Beaujolais et qui va venir par contre témoigner sur, dans le cadre de ses anciennes fonctions sur, la situation de Faverges-Setnex. Et ensuite, nous aurons une prise de parole, de l'EPORA, en la personne de Julie Herval, qui viendra un petit peu, mettre en perspective cette proposition, de l'ADEME et cette vision du retour d'expérience locale de Favej-Seknes, pardon, c'est difficile à dire. Et ensuite, on rentrera un peu plus dans la présentation de l'outil d'Urba 4. Voilà, c'est un petit peu peut-être mal amené, mais l'idée c'est de dire qu'on est ravis de vous accueillir et de proposer ce temps de parole. Et on vous écoute tout de suite, Jean-Paul. Georges, alors pourquoi la friche, est aujourd'hui un objet d'attention qui devient stratégique? Est-ce que vous pouvez, en 10 minutes, s'il vous plaît, Jean-Paul, au bénéfice des partenaires qui assistent à l'échange, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est le contexte législatif sur les transitions qui amène un peu à poser ce propos autour de la friche? Oui, merci. Le la friche prend un alors du coup, quand on parle de friche d'abord quand même, parce que c'est quelque chose qui est c'est tellement vaste le sujet. Alors déjà, j'aurais tendance à dire qu'on exclut tout de suite les friches agricoles. C'est pas complètement le sujet. Donc on est, nous, dans ce qu'on appelle, dans le cadre de cette démarche, les friches économiques. C'est-à-dire, et ça rejoint, la définition qui est donnée par le code de l'urbanisme. Alors pour les puristes, c'est l'article L 111-26, qui consiste à dire que une friche est tout bien, ou droit immobilier, bâti ou non bâti, ça c'est important, il n'y a pas Mmh. forcément un bâtiment sur une friche, inutilisé et dont l'état ou la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans aménagement ou travaux préalables. Alors, ce qui est intéressant de voir dans cette définition, c'est qu'il n'y a aucune référence au fait qu'elle soit polluée, que le sol soit pollué ou pas. On est dans une situation de friche lorsqu'on est face à un bien qui, n'a- qui ne peut pas être réutilisé en l'état, qui nécessite des travaux ou des aménagements. Et nous, dans notre réflexion, on attribue un adjectif de plus à cette notion, c'est qu'on parle de friche économique, c'est-à-dire de friche ayant supporté une activité économique et qui aujourd'hui ne l'accueille plus. Donc voilà le cadre dans lequel on a abordé ce travail sur les friches. Et les friches, dans ce contexte-là, prennent aujourd'hui une importance qui est accrue par rapport à précédemment, dans la mesure où la loi climat et résilience a introduit la notion de zéro artificialisation nette dans les objectifs que doivent se donner les collectivités en matière d'usage du foncier. Zéro artificialisation nette, ça veut dire qu'il va devenir de plus en plus compliqué, difficile d'artificialiser du sol. Or, Mmh. les friches, c'est quoi? C'est du sol artificialisé non utilisé.
Donc, elles prennent une importance extrême dans cette situation, dans la mesure où travailler sur une friche, ça n'est pas artificialiser du sol, donc c'est contribuer à l'objectif de zéro artificialisation nette. Cet objectif, sous une forme un peu différente, se retrouve dans la stratégie eau-air-sol que le préfet de région a développée en matière d'économie de foncier et de réduction de l'utilisation du foncier. On la retrouve également dans le schéma régional d'aménagement et de développement durable et de l'égalité des territoires de la région. Et donc, c'est ça qui aujourd'hui lui donne une importance accrue, c'est le rôle qu'elle est amenée à jouer dans cette stratégie de zéro artificialisation nette. Alors, par ailleurs, le recyclage, la requalification, comme on voudra, des friches, est aujourd'hui assez bien encadré, assez oui, très encadré réglementairement, on va dire, et assez bien aidé dans la mesure où il y a, toute une série d'aides qui peuvent être mobilisées, depuis les études préalables. L'ADEME, peut aider financièrement les études préalables. Alors quand je dis études préalables, il faut Oui. voir que notre objectif, c'est, enfin cette stratégie de l'ADEME, cette aide de l'ADEME s'inscrit dans la stratégie de l'appel à projets travaux. C'est-à-dire que, les études pour nous, dans ce contexte-là, ce ne sont pas les études d'aménagement proprement dit, mais ce sont toutes les études qui visent à définir quel est l'état de pollution du sol et si cet état de pollution est compatible ou pas avec l'usage qui est prévu pour, la parcelle. Donc il y a une Je instruction des appels à projets. alors, c'est l'aide au diagnostic est hors appel à projet. À côté de ça, il y a une instruction pour les appels à projets. Je voulais juste, revenir sur cette notion de risque parce que, c'est un élément clé de la politique, française. Il n'y a pas, à proprement dire, de sol pollué en France. C'est un concept qui n'existe pas, qui n'est pas défini par la loi. Il y a des sols qui présentent un risque par rapport à l'usage qu'on veut en avoir. Donc D'accord. ça veut dire que, l'équation va intégrer, la pollution qu'il y a dans le sol et l'usage qu'on veut en avoir. Et sortir d'une situation de risque, ça peut soit vouloir dire travailler sur la pollution qu'il y a dans le sol, soit travailler sur le projet qu'on a sur le site, de manière à le rendre compatible avec la pollution qui va rester dans le sol. Donc je crois que c'est très important à mentionner. Il faut pouvoir jouer et bouger sur les 2 curseurs quand on travaille sur un site pollué. Et ça veut dire que le rôle de l'ADEME est d'autant plus important qu'il n'y a pas cette définition-là? Alors, cette approche, est une approche, on va dire, entre guillemets «jurisprudentielle», c'est-à-dire c'est comme ça que ça se pratique, c'est comme ça que les projets sont instruits, c'est comme ça que tout le monde raisonne dans le milieu, donc il faut pouvoir le projet en général, quand le site sort, le projet, on en a déjà une bonne idée. Par contre, l'état de pollution du sol, on n'en a pas souvent une bonne idée. Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire les études préalables, de les faire suffisamment à l'amont du projet pour pouvoir éventuellement modifier le projet et le changer si c'est nécessaire, de manière à ajuster le niveau d'intervention à faire sur le site pour le rendre le moins coûteux possible. C'est ça qui aussi qui est important parce que intervenir sur un site pour le rendre compatible avec un projet, ça coûte des sous qui n'étaient pas Mmh. prévus si on travaillait sur un terrain, vierge. Par contre, on peut très bien réduire ses coûts en jouant aussi sur l'équilibre projet-pollution, de manière à réduire le risque. Donc ça, on le finance la partie, diagnostic de sol, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le sol, qu'est-ce qu'est le risque qu'il présente, comment on peut intervenir dessus et si on intervient dessus, où est-ce qu'il faut intervenir et combien ça va coûter in fine. Enfin, une Oui. estimation de combien ça va coûter in fine. J'ai toujours tendance à dire qu'on sait ce que coûte la dépollution d'un site lorsqu'on a signé le dernier chèque et la dernière facture. Oui, donc si je comprends bien, l'action de l'ADEME se situe bien sûr dans la ligne, et comment dire? Dans la pertinence, du nouveau cadre législatif. La démarche ADEME s'inscrit dans la révision aussi, du SRADET, dans la démarche OER-Sol. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur le plan de relance, sur, justement sur, qu'on mette un petit peu en perspective cette notion de dépollution aussi en lien avec tout ce qui se passe sur la revitalisation, puisque quand même on tire les friches, c'est la désindustrialisation, et on l'a vu là dans l'extension du fonds pour le recyclage des friches, on voit bien beaucoup de désindustrialisation encore en Haute-Loire, à Saint-Jean, etc. Voilà, comment aujourd'hui, en 2022, ces fonds supplémentaires donnent encore plus le ton sur la nécessité de recycler ce foncier?
Oui, l'État à travers le plan de relance, a renforcé fortement la possibilité financière d'intervention de l'ADEME dans son appel à projets travaux, qui est un appel à projets qui est présent depuis quelques dizaines d'années, je pense, maintenant, qui vient chaque année. Alors, on n'est jamais sûr de l'année suivante puisque les budgets de l'ADEME sont des budgets annuels, mais bon, c'est une routine qui s'est installée. Jusqu'à présent, elle n'a pas été remise en cause. Simplement, le plan de relance l'a boosté en apportant plus d'argent Mmh. à cet appel à projet. Alors, l'appel à projet ADEME, c'est un appel à projet qui vise à la dépollution des sols. Mmh. Pas, il faut qu'il y ait un projet d'aménagement derrière, mais l'assiette des dépenses éligibles est restreinte et réduite à la dépollution des sols. Dans le cadre du plan de relance, l'État a également lancé un appel à projet national, cette fois-ci, piloté par les préfectures, et qui vise cette fois-ci la requalification de friches. C'est-à-dire que ça n'est plus un problème simplement de pollution de sol, donc l'assiette des dépenses éligibles est plus large et plus Oui. vaste. Elle s'intéresse à d'autres sujets strictement la dépollution des sols. Et donc c'est le plan de relance qui a mis ça en place. Il y a eu une vague l'année dernière, il y a une vague cette année. Oui. Heu, on verra pour la suite. Mais en tout cas, c'est intéressant que vous, précisiez, que la friche devient un objet de plus en plus stratégique et notamment à l'aune de ces dispositifs. On se disait lors des préparatifs, dans le fond, on voit, des sites où il y avait d'anciennes industries à proximité des cours d'eau. Aujourd'hui, ces friches, eh bien voilà, elles sont disponibles et dans le fond, la transition va faire qu'on va non pas, répéter les usages, mais peut-être se poser les bonnes questions pour réutiliser des sols. S'ils sont à côté des cours d'eau, c'est peut-être plus l'industrie comme avant, mais ça sera peut-être justement la biodiversité. C'est là-dessus qu'il faut commencer à ouvrir Oui, notre vision de la du oui, oui. recyclage? Oui, et ça me ramène à la question du début. Comment est-ce qu'on a été amené à se préoccuper et à concevoir ce projet? C'est qu'aujourd'hui, ce qui fait sortir une friche de son statut de friche, c'est essentiellement la pression foncière. Lorsque la pression foncière le permet, un projet d'aménagement sur une friche va trouver son équilibre financier et va pouvoir se faire. Et Mmh cet mh. équilibre financier, il est souvent basé sur la production de mètres carrés pour le logement ou mètres carrés pour l'activité économique. Donc ça veut dire que toutes les friches qui se situent dans des zones où la pression foncière n'est pas suffisante ne Oui. sortent pas, ne se requalifient pas et restent à l'état de friche. Aujourd'hui, avec le nouveau contexte réglementaire, notamment le ZAN, même ces friches-là présentent un intérêt dans la mesure où elles peuvent contribuer dans le triptyque économiser, réduire et compenser. Euh, à partir du moment où on va chercher un bilan de zéro artificialisation nette, Mmh. et à partir du moment où on artificialise du terrain naturel, agricole ou naturel, il y a le triptyque ERC qui se met en place et notamment le C de compenser. Et là, les friches peuvent trouver une nouvelle vie à travers ce C de compenser dans la mesure où on peut imaginer que sur certaines friches, une procédure de compensation puisse se mettre en place. Donc, elles ne vont pas re-rentrer dans le circuit économique ou dans le circuit de logement, mais elles vont trouver leur place dans le triptyque ERC, dans la mesure où la stratégie ZAN est intéressante. Ah, Ces friches peuvent ou l'impose, pardon. Ces friches peuvent aussi trouver un autre intérêt. Si on regarde un territoire et pas simplement sa politique foncière, mais un territoire qui est porteur d'un PCAET, par exemple, un territoire qui peut être porteur de d'autres politiques au mmh, niveau de la biodiversité, au niveau d'autres choses, ces friches peuvent contribuer à la réalisation de ces politiques au niveau d'un territoire. On peut très bien imaginer qu'une friche, et on en aura l'exemple tout à l'heure à travers avec le Monsieur site de Serre, terre. une friche puisse servir de support à de la production d'énergie. On peut très bien imaginer qu'une friche qui est située en bordure d'un cours d'eau, qui se situe dans une zone inondable et qui donc a priori va pas être Voilà. réutilisable à cause des contraintes réglementaires, puisse trouver sa sortie vers la biodiversité. Donc à travers une politique pensée à l'échelle d'un territoire, les spots de friches qui sont sur le territoire peuvent trouver leur place dans la réalisation de la Oui. politique transition énergétique au sens large du territoire. Très bien, mais alors permettez-moi de vous relancer un petit peu et de reformuler, pour, votre propos Jean-Paul. C'est que dans le fond, aujourd'hui, cette image un peu complexe de la friche, une image, souvent, voilà négative, une vision un peu de pollution, mais dans un cadre beaucoup plus large. Donc vous, l'ADEME, vous vous proposez, de venir, faire monter en puissance cette vision grand cadre?
C'est l'objectif de l'outil qu'on a développé qui sera présenté tout à l'heure. C'est un Mmh. outil qui va s'intégrer et s'insérer, entre l'étape, d'inventaire. Il est nécessaire de savoir sur quoi on travaille, donc il est nécessaire d'avoir un inventaire et il Mmh. est très important que cet inventaire soit non biaisé dès le départ. Alors qu'est-ce que ça veut dire non biaisé? Bah, non biaisé, ça veut dire qu'on met un filtre préalable, à ce qu'on va chercher, que la maille du tamis est déjà présélectionnée. Je donne un exemple, une collectivité, sous l'impulsion de ses développeurs économiques, fait un inventaire de ses friches. Bien souvent, cet inventaire, il va être restreint aux friches qui ont déjà supporté une activité économique et qui se situent dans un contexte où cette activité économique peut être relancée, elle peut être le terrain peut être utilisé. Donc l'inventaire va passer à côté de toutes les friches qui ne se situent pas dans cette, dans ce schéma de prérequis, et donc du coup, l'inventaire va pas être exhaustif et du coup, on va passer à côté de toutes les opportunités de réutilisation de ce foncier dans le cadre de la politique ERC ou dans le cadre d'une politique ENR ou d'une politique biodiversité. Donc, première chose, il faut un inventaire qui soit non biaisé, à la base, le plus exhaustif possible et ensuite notre outil va permettre de donner à chacune de ces friches son potentiel, de requalification, selon 3 axes. Il y a l'axe, pardon, logement, l'axe économique, Économie? l'axe, agro-environnemental et l'axe ENR. Donc dans agro-environnemental, on va trouver tout ce qui est biodiversité et dans ENR, on va trouver tout ce qui est, capacité à supporter de la production d'ENR. Donc, cet outil va permettre de compléter l'inventaire en permettant, à la gouvernance du territoire de se dire: «Bon, ben, voilà, sur mon territoire, j'ai toutes ces friches-là, il y a Mmh. des spots de biodiversité là et là et là, j'ai des spots de production de mètres carrés là et là. Quelle est ma politique d'utilisation de ce foncier vacant aujourd'hui? Bah, c'est très Aménagé, urbanisé et vacant. Alors c'est très intéressant et on verra tout à l'heure avec la réaction de notre partenaire Epora, comment, cette nouvelle, catégorie d'usage vient aussi un petit peu peut-être bousculer cette vision, d'avoir souvent des usages un peu plus dédiés habitat et économie. Ça, c'est très intéressant. Toujours sur la question de l'outil, dans le fond, heu, permettez-moi de vous poser cette question Jean-Paul, mais un outil de plus ou un outil vraiment qui, a des finalités de réflexion stratégique. Ça veut dire que ça pose aussi la question d'un tour de table plus élargi autour de la question des friches. Il y a déjà un écosystème qui est assez performant d'ailleurs. Est-ce que ça ramène pas un peu trop de complexité? La complexité, elle existe déjà dans la friche, donc autant la mettre dans la façon dont on va l'appréhender, de manière à simplifier éventuellement la gestion ultérieure du recyclage de la friche. Non, effectivement, cet outil, c'est un outil qui a pour objectif de permettre à un territoire d'établir une stratégie. Donc automatiquement, c'est un outil qui nous semble, important pour un territoire qui veut se doter d'une vision globale de ses friches. Cet outil, il a aussi l'intérêt de permettre de mettre en avant des friches qui sont simples à traiter. Parce Oui. qu'elles ne sont pas compliquées, au niveau de la pollution du sol, parce qu'on ne va pas y construire dessus, mais on va s'en servir pour faire de la biodiversité. J'ai un exemple, du côté à côté de Clermont-Ferrand, une friche économique, une carrière abandonnée en fin d'activité est une friche économique. Le territoire auquel je pense a transformé cette carrière en 2 zones, une zone d'activité, ludique, pour l'espace de promenade et cetera et une deuxième zone, en réserve de biodiversité. Donc ça a été un projet très simple à conduire. Bon, pas il y a eu besoin d'investir un petit peu d'argent dedans, mais il n'y a pas eu de difficulté technique particulière et à la limite, le territoire peut afficher qu'il a converti une friche en parc, et en aménagement de loisirs et d'un autre côté, en réserve de biodiversité. Donc il a coché, 2 cases dans sa politique globale. Donc c'est important c'est important aussi un deuxième titre, c'est qu'aujourd'hui les gouvernants des territoires, les dirigeants des territoires, nos élus, ils se retrouvent face à des friches qui en général sont source de complexité, source d'argent, source d'ennui et qui sont très longues à gérer. Mmh. Si on leur amène des friches qui peuvent sortir plus facilement et qui peuvent être mises sur un bilan, plus facilement, ça va changer l'image de la friche et ça peut changer leur approche du recyclage des friches. Oui, oui, donc on a bien compris votre message, Jean-Paul Georges, au début de cet échange, c'est de dire que dans le fond, vous nous proposez d'approcher plus fortement les potentialités des friches. Tout à fait.
Donc ça, c'est un message très fort et vous nous proposez derrière, cette entrée, de voir un temps très, 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 très long parce que, la transition nous amène à la trajectoire de degrés, vraiment un horizon très, très lointain et en plus, vous, nous faites dans le fond une proposition de valeur, vous l'ADEME, c'est vraiment, que les collectivités doivent se doter de cette stratégie. Doivent, non, ont intérêt à se doter. C'est-à-dire que, heu, le temps long, ça doit être le temps de réflexion des collectivités, notamment en matière d'aménagement du territoire. Le temps long, c'est celui des PLU, c'est celui des SCOT, c'est celui des PLH et cetera et cetera. C'est pas le temps d'un projet. Le temps d'un SCOT et d'un PLU, c'est la dizaine d'années, c'est la vingtaine d'années. Donc, une réflexion sur une stratégie de recyclage, de foncier, j'insiste, urbaniser et aménager, c'est du temps long. Alors pourquoi j'insiste sur aménager? Parce que ça coûte des sous d'aménager du foncier Mmh. et l'ADEME a développé un outil qui s'appelle Bénéfriche et qui permet justement d'avoir une approche, des bénéfices cachés liés au recyclage d'une friche. C'est-à-dire que, une fois qu'on a un projet et qu'on cherche à l'implanter sur une friche, il va y avoir des frais, il va y avoir des coûts, mais si on avait ce même projet sur un terrain vierge, il y aurait aussi des frais et des coûts. Et l'outil Bénéfriche permet de prendre en compte ces frais et ces coûts qui seraient liés à l'aménagement d'un terrain vierge pour le comparer aux frais et aux coûts de recyclage d'un terrain déjà aménagé et en friche. Très Donc bien. l'outil Bénéfriche est intéressant en matière de recherche de l'équilibre financier d'un projet. Très bien, beh, merci beaucoup Jean-Paul d'avoir quand même, c'est pas évident en 20 minutes, de donner ce grand cadre, du contexte des transitions et de l'artificialisation, enfin la zéro artificialisation des sols et bien sûr, de nous avoir fait comprendre pourquoi l'ADEME et Urbacat travaillent à cette vision, plus, grand cadre. Alors, on Merci. va, vous retrouver, dans pas longtemps, mais on va, profiter, de l'écoute d'un partenaire de l'agence d'urbanisme de Lyon, la ville de Belleville en Beaujolais, mais c'est un peu étonnant, n'est-ce pas Philippe Serre, puisque vous êtes adhérent à l'agence depuis officiellement le 10 mai 2021 dans les documents de la ville. Vous êtes donc le DGS de Belleville en Beaujolais, notre partenaire. Un certain nombre de collègues qui nous écoutent travaillent avec vous actuellement sur des dynamiques aussi de transition. Mais c'est au titre de vos anciennes fonctions à Faverges Setnex, je l'ai bien prononcé cette fois, que vous allez intervenir et que Damien Saunier et Laurent Girard ont identifié un travail incroyable que vous avez produit à partir de 2016, on va dire. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à Faverges-Setnex? Dites-nous tout sur le champ des possibles en peu de temps, une friche polluée, un sol pollué qui devient un vecteur de transition énergétique. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, en introduction, remercier Jean-Paul Georges pour son intervention que je partage à presque 100% sur cette question stratégique de l'aménagement du territoire et notamment des friches et surtout de cette vision un petit peu avec du recul et surtout j'allais dire, de la sagesse et du calme pour aménager notre territoire, non pas dans l'action et dans le moment à chaque fois sur des objectifs courts, mais plutôt sur des objectifs longs. Alors, j'allais dire l'histoire que je vais vous raconter, oui, pour que vous compreniez d'où ça vient. Effectivement, j'étais directeur général des services de Faverges-Châtenay en Haute-Savoie avant d'arriver à Belleville en Beaujolais et à la communauté de communes Saône-Beaujolais. Euh, il y avait l'histoire de ce site, du site dont je vous parle, c'est qu'il y a eu dans les années des années 70, en fait, au début des années 2000, une décharge, alors d'abord de déchets ménagers, bon, mais pas toutes les précautions qu'on prend aujourd'hui, et puis après de déchets inertes. Et une décharge qui était plus ou moins contrôlée, donc on va dire plutôt moins. Voilà. Donc en fait, grosso modo, on ne savait pas très bien ce qu'il y avait sur ce site, qui a été donc réhabilité en 2003. Quand on dit réhabilité pour une décharge, c'est-à-dire ben, on l'a couvert, on l'a isolé, et puis on a pris des mesures, notamment un arrêté préfectoral a pris des mesures de précaution, de sondage, d'analyse, notamment pour la nappe et la pollution de l'eau, etc. L'arrêté préfectoral prévoyait que ce terrain ne pouvait, entre guillemets, plus rien accueillir. Donc, Mhm. il ne restait plus qu'à le surveiller. Voilà.
Et cette situation, en fait, s'est retrouvée, et c'est là où je pense qu'on se rejoint dans l'intervention précédente, cette situation qui aurait pu faire l'objet d'une prévision à moyen long terme en disant ben, il y a un jour où on pourrait rendre ce site de nouveau constructible, mais cette situation a été contrainte par deux autres événements. D'une part, la création de la voie verte autour du lac d'Annecy, qui est une des voies vertes qui accueille le plus de cyclistes de France et d'Europe, je crois. Il y a plus de 10 000 cyclistes par jour sur certaines périodes, donc c'est colossal. Donc qui longe ce terrain d'un côté et qui le surplombe en plus. Donc voilà, comme ça, vous voyez un peu le caractère compliqué du site. Et de l'autre côté, la déviation de Faverges. Voilà. Donc ce site en fait est entouré par une forêt non aménagée et non aménageable et non accessible, une rivière, la déviation et la voie verte. Donc concrètement, on est sur un site pollué, dont on ne connaît pas très bien l'histoire exacte de la pollution, inconstructible et enclavé, avec en plus des accès qui sont des accès bas, du coup, puisqu'on passe sous la déviation, qui sont des accès inondés et inondables. Ah Donc oui. voilà un peu la caractéristique du site qui en fait, je pense, Monsieur Georges en sera d'accord, une belle friche. Voilà, on peut caractériser ça comme une belle friche. Oui, qui correspond bien à la Euh, définition que disait Jean-Paul. Il n'y a pas, pour en parler, un seul pollué, mais des risques encourus par rapport aux prochains usages. Tout à fait. Et en plus, une situation au sens de l'aménagement purement, qui est une situation bah, extrêmement contrainte. Mm, mm. En 2015, la commune s'est positionnée dans le cadre du projet TEPCV qui avait été lancé par l'État pour essayer d'obtenir des fonds pour la réalisation d'un projet énergétique sur cette parcelle. Pourquoi aller chercher des fonds? C'était surtout pour permettre de rendre un minimum accessible le site, de le défricher, de le rendre, j'allais dire, accueillant pour un éventuel projet. Et ça, ces questions qui sont bien souvent des questions fondamentales sur les friches, quelles qu'elles soient, du proto-aménagement, sont des questions essentielles sur les équilibres économiques à venir. Puisque la question, c'est comment on rend une friche, en fait, disponible pour un projet. Donc, la mairie a été retenue. C'était le Grand Annecy qui pilotait la démarche pour tout le territoire. Et sur ces entrefaits, donc, moi, je suis arrivé à la direction générale des services et les élus avaient très envie qu'on puisse avancer là-dessus. Il faut savoir que c'était à son inauguration il y a une petite année, la seule centrale au sol des Deux-Savoies. Parce que là aussi, il faut prendre en compte tout le territoire. Les Deux-Savoies ne sont pas des territoires très accueillants pour des fermes solaires, pour plein de raisons. Parce que la géographie fait qu'il y a beaucoup de masques solaires. Voilà, là, on est dans une vallée en plus. Et puis pour des questions liées au tourisme, à la pression foncière, enfin, toute une série de choses qui faisaient qu'en fait, il y avait très peu de sites. Et donc, on a pu travailler là-dessus. Donc, ça a été une très belle expérience. Moi, je tiens à dire qu'on a aussi été aidé dans ce cadre-là. Alors, on sort un peu de la question de la friche, mais il y a une question de faisabilité par l'évolution législative qui permettait aux collectivités de rentrer au capital de sociétés productrices d'énergie. Donc, on a créé une société publique-privée, une des premières qui s'est fait, puisque c'était juste après la sortie des textes réglementaires, avec une société privée, avec un contrôle et une maîtrise de la collectivité. Et on a pu commencer à travailler. On a techniquement et juridiquement bien avancé là-dessus, parce qu'y compris, on a, pour ceux à qui ça parle, divisé en volume en fait le terrain, c'est-à-dire que la commune est restée propriétaire de la décharge et des obligations inhérentes à son suivi. Donc, c'est-à-dire que ça, la commune ne pouvait pas dire aux partenaires privés ou à la société qui s'était créée pour la gérer, ben, maintenant vous serez responsable de tout ça, mais ça pose plein de questions parce qu'il y a l'usage quand même au-dessus du terrain qui est une centrale. Donc ça a été voilà, un très très long travail que bien sûr je ne vais pas vous détailler ici, Un mais très très pour long vous dire. travail, mais en une petite dizaine d'années, si je peux me permettre,
ce terrain, ces 2-3 hectares dans une cuvette et quelque chose qui n'était pas une évidence, a émergé quand même une réalisation on ne peut plus Oui. concrète. Alors moi, je suis partisan dans les collectivités du fait qu'on puisse agir vite. Donc quand je dis très long travail, ça a même été fait en 3 ans et demi en fait. Donc Ah bah c'est oui. pas, quand je dis très long travail, en fait, très long travail par rapport à mon regard à moi. Mais c'est vrai qu'au sens de l'action, notamment de l'action de réhabilitation de friches, c'est très Ouais. court. 3 ans et demi, c'est très très court. Et donc, ce qui est intéressant dans ce cadre-là, alors nous, on a fait un peu, j'allais dire, tout seul. Il faut être honnête, hein, on a été bien sûr accompagné sur la question du développement des énergies par la société de développement privé qui était notre partenaire. Par contre, sur tout le reste, les questions environnementales liées à la décharge, les questions juridiques liées à la division en volume, les questions de bail amphithéotique, etc. On a fait un peu tout seul. Alors, Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que vous aviez la conviction et l'esprit de synthèse et vous saviez que de toute façon, la seule destination du sol, ça pouvait être que l'énergie, ou parce qu'il n'y avait pas forcément ce tour de table un peu plus large et stratégique dans votre vision autour des outils proposés est-ce alors, que- je pense qu'il y a deux choses, et c'est là où on en vient au débat d'aujourd'hui, quelques années après, et où ça me semble intéressant. Bon, je pense très honnêtement, et je continue à penser avec l'expérience depuis, avec la stratégie qu'on est en train de construire aussi sur la communauté de communes Saône-Beaujolais de ce type-là, je pense très sincèrement qu'il n'y avait pas d'autre issue raisonnable pour ce site à ce moment-là et pour les 20 prochaines années. Parce que c'est ça, c'est le tarif de rachat, 20 ans. Et d'ailleurs, peut-être que dans 20 ans, il n'y en aura toujours pas et qu'on prolongera pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans, etc. Mais néanmoins, c'est pas parce que je suis convaincu que sur Faverges-Châtenay, compte tenu de tous ces éléments-là, il n'y avait pas d'autre solution, qu'il n'est pas intéressant d'apporter et de muscler un petit peu l'analyse des collectivités sur ces questions-là. Parce qu'il y a des terrains qui sont beaucoup plus j'allais dire, c'est beaucoup plus discutable la question de l'avenir qu'on peut leur attribuer. Et le danger, et pourtant je suis un promoteur du développement des énergies renouvelables et notamment du photovoltaïque, mais le danger serait que par logique d'opportunité, sur Mhm. des courts termes, et même par des logiques d'opportunité, pas que financières, hein, mais aussi des logiques d'opportunité, j'allais dire, politiques, on soit sur un développement qui soit irraisonné au sens du temps qu'indiquait Jean-Paul Georges, 20 ou 30 ans. Donc, ces sites-là, c'est ce qu'on s'attache à faire là, nous, à la communauté de communes Saône-Beaujolais aussi, c'est que tout site qui doit accueillir de l'énergie renouvelable doit faire l'objet d'une analyse qui est très précise et qui dit est-ce que vraiment il faut faire ça là? Est-ce qu'on n'est pas en train d'artificialiser des sols qui seraient plus utiles à autre chose? Est-ce qu'on peut imaginer aussi, avec le développement des énergies renouvelables, mixer, en fait, j'entendais Jean-Paul Georges tout à l'heure, mais je pense qu'il ne voulait pas créer une opposition entre les questions agricoles et écologiques et les questions énergétiques, mais peut-être qu'il y a aussi des pistes dans l'avenir à ce que tout ça ne soit pas complètement incompatible. Et d'ailleurs, pour revenir à Faverges, ce qui a été, alors, vous allez me dire, on n'avait pas besoin d'installer une centrale pour ça, c'est vrai, mais ça a été le déclencheur. Aujourd'hui, la biodiversité sur le site de la centrale de Faverges est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante qu'avant. Pourquoi? Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? On passait 2 fois par an et on ratiboisait le terrain pour que ça soit propre, pour qu'il n'y ait rien qui pousse. Et aujourd'hui, en fait, bah, du fait notamment de la complexité d'aller ratiboiser un terrain, il faut qu'on y ait mis des panneaux dessus. Non, mais voilà, c'est une question de réalisme. Et bien en fait, se développe de la biodiversité en fait au-dessous des panneaux, parce que les panneaux permettent de développer des choses. Donc finalement, alors c'est quelque chose, c'est une conséquence à tout ça, mais je pense qu'il ne faut pas opposer les objectifs, et notamment l'objectif du développement des énergies renouvelables et de la biodiversité sont pas forcément opposés. Ils peuvent l'être, mais ils ne le sont pas nécessairement. Alors, je vais vous orienter sur peut-être un propos, Philippe Serre, qui est très intéressant, puisque pour nous, c'est une occasion incroyable d'être dans le off des communes et des réflexions aussi des intercos. Mais si on va sur l'acceptabilité sociale des habitants,
OK, vous aviez l'esprit de synthèse, cette friche, elle était polluée, vous avez fait le pour et le contre et vous êtes parti sur l'énergie. Est-ce que vous pensez aussi que vous êtes allé là-dessus parce que du côté de la population, il y a quelque chose où c'est plus facile de se projeter sur ce projet-là énergétique, ou pas? J'essaye de comprendre avec Jean-Paul Georges, on se disait: «C'est quoi un peu les racines du projet?» Vous étiez, sans doute féru de ces questions, mais est-ce que la population avait envie de voir un territoire produire sa propre énergie? Ben, là, c'est l'autre volet qui est pas lié spécifiquement aux friches, hein. Mais en tout cas, la stratégie qu'on avait installée à Faverges-Châtenay et celle qu'on souhaite installer aujourd'hui, qu'on installe aujourd'hui dans la communauté de communes, c'est une question de réappropriation publique et citoyenne de la question énergétique. C'est-à-dire, c'est pas forcément se dire, on se pose devant la mairie, on se demande qui est intéressé par la question énergétique. C'est que la question énergétique est une des questions des communs de la société et de Oui. l'humanité, comme la question de l'eau, comme d'autres questions, comme la question de la préservation d'ailleurs de la biodiversité, si j'y reviens. Et donc, la question, surtout pour nous, acteurs publics, c'est de dire pourquoi on en est là au niveau de l'énergie, déjà, et Mmh. comment on fait pour que on puisse fédérer autour d'un objectif commun. Pourquoi on en est là au niveau de l'énergie? C'est aussi l'histoire de notre paysage électrique français, hein, beaucoup de nucléaire, grand monopole d'État, grande stratégie La matinée? des territoires et de la population de la question de l'appropriation sur la question énergétique. Et le deuxième élément donc, qui doit nous amener à ça, c'est comment on fait aujourd'hui avec les énergies renouvelables qui sont à la portée et juridique maintenant du fait des changements législatifs et de la capacité pour les collectivités à être des acteurs économiques de la question et sur le plan stratégique et pratique en termes d'aménagement du territoire pour permettre aux gens de se dire, bah oui, c'est à nous. Donc il y a deux volets, enfin je le résume comme ça, hein. Il y a Mmh. bien sûr le volet de la production, celle dont on parle depuis tout à l'heure, et qui est un volet essentiel et qui doit respecter un aménagement du territoire équilibré et pas partir n'importe comment. Et pour pas partir n'importe comment, moi, en 12 ans de direction de collectivité, je n'ai toujours pas trouvé d'autre chose que la maîtrise publique ou que le contrôle public. Enfin voilà, il faut être quand même très clair. Le contrôle public qui n'est pas toujours suffisant, mais qui est nécessaire. Que Mmh. je dis pas toujours suffisant, c'est que parfois il y a du contrôle public, mais il y a une mauvaise démarche publique. Enfin, une démarche publique qui est inadaptée. Et la deuxième chose, c'est la consommation. Et il est absolument essentiel, à mon sens, que on rapproche les habitants de la question des circuits courts, même en matière d'électricité. Alors ça pose plein de questions techniques qui sont tout à fait passionnantes et qui ne sont pas l'objet de ce webinaire, mais y compris sur la question de la gestion des réseaux par Enedis, par RTE, etc., etc. C'est passionnant, mais il faut qu'on donne un cap. On a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans pour donner des caps réguliers et progressifs et pour permettre aux gens de se réapproprier ce qui est à eux en fait. Ce qui est d'intérêt public. L'énergie, c'est d'intérêt public. C'est clair et c'est net et donc c'est d'intérêt citoyen aussi. Alors j'ai bien compris votre propos qui est très, très clair, très fort, hein, Philippe Serre, on doit se réarmer, sur cette partie, énergie et je vais tirer un peu le fil quand même, aussi, peut-être même si on a vu que vous aviez une belle conception de la maîtrise publique et des garde-fous que vous installez autour, de tout ce dispositif. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une tentation, d'apport de revenus complémentaires aussi, dans le cadre d'une production qui est, voilà, sur l'énergie? Dans le fond, si on vous aviez dit, tiens, cette friche, on en fait un petit réservoir de biodiversité, on est d'accord, on n'a pas les mêmes perspectives forcément d'apport de revenus complémentaires. Vous avez la fierté d'émettre moins de CO2, mais vous avez aussi par cet atterrissage et cet emploi de la friche sur l'énergie, des perspectives intéressantes aussi du point de vue de l'économie. Oui, des stratégies locales d'énergie renouvelable peuvent être des sources de revenus. Alors, je résume quand même, hein. S'agissant du photovoltaïque, si les projets sont laissés simplement aux opérateurs et à l'opportunité privée, le retour pour le territoire est très très faible, hein. Faut être très clair, hein, parce que c'est l'impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau, le fameux IFER, qui ne rapporte quasiment rien s'agissant du photovoltaïque. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu au sens fiscal.
Là où il commence à y avoir de l'enjeu, et d'ailleurs quand on laisse faire les entreprises privées sans aucune régulation, on n'a même pas tellement de partage de la richesse au niveau du territoire. C'est-à-dire il n'y a quasiment rien qui revient sur le territoire. Par contre, quand on a une stratégie publique, alors Mmh. publique-privée, parce que il ne s'agit pas, en tout cas pour moi aujourd'hui, il ne s'agit pas de construire seuls des centrales, peut-être que d'autres territoires le feront, c'est de se dire, oui, bien sûr, il y a un enjeu économique, mais c'est pas un gros mot que d'estimer que des collectivités peuvent être des acteurs économiques, Bien sûr. parce que c'est, et d'ailleurs, je vais être peut-être un peu provocateur, mais c'est l'inverse qui est un problème, c'est d'estimer qu'ils ne peuvent pas l'être, parce que dans un marché concurrentiel et dans quelque chose qui est en développement et qui demande des sources technologiques de développement qui sont très fortes, si la collectivité dit moi je me refuse à être un acteur économique alors que la loi prévoit que je peux l'être, ben elle se désarme. C'est la collectivité qui se désarme. Le partenaire privé, le développeur privé, vous inquiétez pas, hein, ça les embête plus qu'autre chose hein, quand on leur dit il va falloir j'allais dire, alliance, entre guillemets, avec la collectivité du coin pour développer les choses. Et donc là, on peut parler de plein de choses. Là, on peut parler de où est-ce qu'on produit déjà, avec une stratégie très claire. Et nous, c'est par exemple ce qu'on a installé actuellement sur la communauté de communes, c'est-à-dire les opérateurs privés qui ne passent pas par nous, on fera tout pour qu'ils ne s'installent pas. C'est clair et net, hein, parce qu'on veut maîtriser l'aménagement du territoire. Ça sera d'ailleurs traduit dans le PLUIH qui est en cours de construction. Ça veut dire aussi qu'on peut reparler du partage de la valeur et non pas que du partage de la fiscalité. Ça aussi, c'est Ouais. une mauvaise voie. Si on continue à ne parler que de la fiscalité, ben on a parlé de tout, mais on a parlé de rien en fait sur la question du photovoltaïque. Donc on reparle du partage de la valeur, de quelles entreprises interviennent, de d'où viennent les panneaux, de qu'est-ce qui va revenir sur le territoire en termes d'argent. Et il faut l'assumer. Dans ce cadre-là, la collectivité est aussi un actionnaire qui a des intérêts pour réinvestir aussi, pour se doter d'un modèle qui soit viable et qui permette les réinvestissements sur des projets qui sont peut-être un peu moins rentables. Donc voilà, c'est ce système-là. C'est vrai qu'en 4 phrases, ça a l'air simple, c'est quand même beaucoup de, alors c'est beaucoup de travail, de méthode et surtout, je le dis aussi de courage politique Oui, parce que on comprend bien. il est plus simple de ne rien faire dans ces cas-là. Mais malheureusement, c'est pas en faisant rien que ça va nous amener vers des choses équilibrées et d'intérêt public. Mais je note ces éléments, Philippe Serre, et je voudrais quand même dire un peu sous le contrôle de tous les participants au webinaire. On voit quand même que vous êtes dans des positions très convergentes et dans le fond, ce stratégico-opérationnel, on voit qu'il fait sens. Et vous avez raison, Philippe Serre, nous emmener jusqu'à la création de valeur et cette dynamique-là, qu'on la comprenne bien aussi comme effet de levier. Mais je me permets une question dans la veine de ce que propose Monsieur Georges. Si on vous disait, tiens, Faverges, Setnex, c'est 3 hectares de photovoltaïque, dans un horizon très large, est-ce qu'il pourrait y avoir allez, comme on dit un peu dans l'urbanisme transitoire, est-ce qu'il pourrait y avoir une occupation temporaire sur 10 ans, sur 15 ans, et réfléchir dans la veine de ce que dit Jean-Paul Georges, dans le fait qu'il y a l'idée de ne pas artificialiser les sols. Est-ce que vous pensez que c'est une chose intéressante, ces usages peut-être, et ces atterrissages sur des usages différents sur un très long temps? Alors oui, sans aucun problème, oui. D'ailleurs, pour rien vous cacher, on réfléchit là actuellement à justement de l'usage transitoire par panneau photovoltaïque sur des terrains, mais avec des modèles économiques qui tournent plutôt sur 10 ans, qui est un temps court en termes Ah, très bien. d'aménagement. Voilà. Je vous fais la primeur de vous dire qu'on y Ah, mais on réfléchit. adore les scoops, Je vous nous. en dis pas C'est pour bien ça. plus, mais peut-être vous en entendrez parler dans quelques Il faut semaines bien parce sûr que nous en parler. voilà, mais en tout cas, non, moi j'y crois beaucoup. Après, tout ça, mais ça je pense qu'on va être d'accord aussi, ça se prépare. C'est-à-dire, ça se fait pas n'importe comment, y compris l'urbanisme transitoire, sur ces questions-là, hein, je veux dire, sur ces questions de friche, parce que il y a la question aussi à bien mesurer de l'empreinte carbone des changements de destination. Hein, ça peut ne pas être du tout anodin. C'est-à-dire que si pour
dans une vision qui théoriquement serait très intéressante. Ben, pour l'instant, ce terrain, on n'en fait rien. Pendant 15 ans, on y produit de l'énergie, puis après, on va y faire ça, puis après, voilà, etc. Si à chaque fois, c'est des, j'allais dire, si à chaque fois on coule des tonnes et des tonnes de béton, je caricature, hein, mais bah, faut peut-être se poser des questions. Mais il n'y a rien de, il y a rien d'antinomique, voire même c'est très intéressant de parler d'urbanisme transitoire sur tous les aspects, et sur les friches bien sûr, mais les friches de demain, on ne les connaît pas encore, hein, mais il y en aura aussi. Bah, des friches, ils s'en créent tous les jours, en fait, hein. Donc, voilà. Et effectivement, avec le zéro artificialisation nette, ça nous oblige, ça nous muscle. Enfin, moi, c'est le discours que je porte, y compris à des élus qui sont contrariés, que je peux comprendre, hein, parce qu'ils ont des. Ben, eux, immédiatement, ça les contrarie sur le développement de leur village, de leur ville, de l'économie, etc. Mais ça nous oblige à réfléchir autrement. C'est une bonne manière de faire. Il y a plein de solutions et c'est plus sur ces aspects-là, j'allais dire que il faut qu'on phosphore ensemble, que ça soit ben, bien sûr l'ADEME, les collectivités aussi, parce que moi je crois que les collectivités peuvent avoir un vrai apport en fait stratégico-opérationnel en fait pour faire atterrir aussi les choses, hein, pour pas que ça Ouais. reste en fait des documents de planification ou des études ou des théories, mais qu'on puisse les faire atterrir et les tester, les expérimenter sur le territoire. Donc oui, oui, moi je partage complètement cette vision-là. Très bien. Alors, on va vous féliciter parce que on va peut-être faire une visualisation avant de faire intervenir notre partenaire EPORA, Julie Herval, sur ce magnifique champ photovoltaïque de Faverges-Technex. Donc, compliment à vous tous, l'équipe projet. Voilà, la voici. Voilà, elle est prometteuse quand même de ces transitions. On va revenir, si vous le voulez bien, sur le visage de notre partenaire EPORA, Julie Herval. La parité est là, donc autant en profiter à l'image. Alors, Julie, merci de nous rejoindre dans cet échange vous l'avez dit lors des préparatifs, et je vous remercie tous de vous être prêtés à cet exercice des morceaux choisis de nos propos. Vous écoutez l'ADEME, donc Jean-Paul Georges, qui ouvre un grand angle très intéressant, un peu anxiogène, mais en même temps, la ressource se raréfie, la trajectoire de degrés et on voit très long. Vous écoutez Philippe Serres qui nous amène dans un univers chapeau, quoi. On est vraiment dans de la gestion de projet incroyable. Qu'est-ce que vous, en tant que partenaire EPORA, vous inspire cette approche à la fois pragmatique et stratégique? Comment vous percevez ces deux témoignages? Bien bonjour tout d'abord. Ben, écoutez, en les écoutant, moi j'ai retrouvé un peu les différentes motivations qui conduisent les collectivités à solliciter, dans un certain nombre de situations, l'accompagnement de l'EPORA. On a effectivement parfois des approches que je vais qualifier un petit peu de stratégiques, de méthodologiques de la part d'un territoire qui veut un petit peu mieux connaître ses potentialités et qui va du coup solliciter l'établissement pour étudier, donc mettre en place par exemple des études de gisement, des études sur des friches économiques isolées ou des études d'optimisation de zones d'activité un petit peu en perte de vitesse ou parfois des approches un petit peu plus transversales à l'échelle de communes sur des plans guides. Donc, une approche souvent faite à l'échelle de l'EPCI, parfois Mmh. des communes, et des approches j'ai envie de dire plus planificatrices, parfois répondant à une obligation réglementaire, mais parfois juste de connaissances et avec souvent une commande, on va dire plutôt thématique. Donc, déjà là, moi j'ai trouvé aussi Ah oui. intéressant l'ambition de l'outil ADEME, voilà, de sortir un peu de l'étude de gisement au titre du PLH, l'étude, friche économique isolée au titre de la stratégie de développement économique et voilà, d'ouvrir, dès le début un petit Le peu champ des dans la possibles. ligne d'entrée, voilà, les possibilités. Ensuite, on a d'autres types de sollicitations qui collent plus au retour d'expérience qu'on vient d'écouter, qui est celui, voilà, d'une collectivité qui a, une problématique ponctuelle liée à un objet foncier, une friche, qui peut poser un certain nombre de problématiques, que ce soit en termes de risques, quand elle est située en plein centre-ville, quand elle est détériorée et qu'elle concerne un bâtiment amianté. Problématique également en termes d'image,
Voilà, pour certaines collectivités, d'avoir un bâtiment, donnant une image négative ou à l'inverse, une image négative, mais plutôt dans le sens le souhait de reconquérir un espace qui aussi peut constituer un héritage d'une histoire liée à un territoire et donc envie de voilà, de donner une nouvelle vie à ce site. Bien sûr. Hem Et puis, on peut avoir aussi des situations où la collectivité sera soucieuse à ce que cette friche accueille un projet qui soit en adéquation avec, les projets qu'elle souhaite voir se dérouler sur ce site. Parce que bon, comme il a été évoqué, par l'ADEME, on a effectivement un certain nombre de cas, surtout dans les marchés, détendus, des friches, qui n'ont plus d'usage, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elles n'ont plus de valeur. Donc elles vont continuer tant qu'on à avoir une valeur et ça fait partie aussi d'un élément d'entrée qu'il faudra intégrer. Le propriétaire actuel d'une friche le considérera avec, malgré tout une valeur. Du coup, il y a un schéma qu'on utilise souvent pour illustrer un petit peu les étapes d'un projet foncier. Je le trouve intéressant ce schéma parce qu'il va illustrer des étapes qu'on va souvent du coup, passer avec les collectivités. Mais dans le cadre d'une friche économique. Je trouve que par contre, ce côté très linéaire de la démarche ne reflète pas du tout en fait les très, très nombreuses boucles, aller-retour et en Oui, fait le caractère très, très itératif du travail qu'on aura à mener sur une friche complexe. Alors je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même peu de méthodes de travail qui se disent non itératives, mais quand on va traiter d'une friche complexe, ce mode itératif en fait, il nous est tout simplement imposé. Il va nous être imposé parce que l'objet en lui-même est complexe, donc l'ADEME l'a évoqué au début, c'est très, très important d'engranger un maximum d'études en amont, qu'elles soient techniques, qu'elles soient urbaines, qu'elles soient, structurelles. Mais dans un certain nombre de situations, ces études-là amont, on pourra les faire que partiellement. Il y a des situations où on ne peut pas rentrer sur le site. Le propriétaire a parfois des raisons pour ne pas l'autoriser dans une logique notamment de négociation. Voilà, donc on aura, là, dès le début, parfois, un enjeu à faire des études, voilà, un peu, estimatives et ensuite on aura forcément une nouvelle étape par la suite, une fois qu'on aura pu maîtriser le site, besoin de compléter et un autre item qui rend forcément, ces projets-là aussi itératifs, c'est le projet à construire. Donc effectivement, on a tout un panel d'acteurs à avoir autour de la table, collectivités, citoyens, éventuellement propriétaires actuels s'ils souhaitent continuer à trouver sa place dans le futur projet. Mais on a aussi, et nous c'est quelque chose qu'on perçoit quand même assez positivement, l'enjeu d'avoir aussi, dans la mesure du possible, l'un des porteurs de projets susceptibles d'utiliser au moins à minima une partie du site. Parce qu'effectivement, comme on l'a vu au début avec l'ADEME, on va appréhender la dépollution des sols, voire aussi des murs si on parle d'amiante, de façon très, très différente selon les usages estimés. Et et ça, c'est quelque chose qui, dans les équilibres économiques, va être extrêmement important et dans la temporalité. On peut avoir des techniques de dépollution très coûteuses, très rapides. Est-ce que ça fait sens? Dans certaines situations ou dans certains secteurs d'une friche, on aura peut-être intérêt, à l'inverse, à utiliser des techniques de dépollution plus innovantes, plus lentes, mmh, peut-être compatibles avec un usage, temporaire. Alors temporaire, maintenant on peut parler effectivement de 3 ans ou peut-être même de 10, 20 ou 30 ans selon l'ambition souhaitée. Donc voilà, ce mode itératif sur ces projets complexes des friches fait que, entre l'observation, la définition d'une stratégie, la sélection du site sur lequel on va intervenir, éventuellement changer l'ordre de ces sites en fonction de ce qu'on rencontrera. J'ai trouvé très intéressant l'idée d'avoir une étude qui permette aussi d'identifier les friches faciles. Alors sur le secteur Eporra, on n'a pas dû avoir souvent de la chance de parce on en a rarement rencontré, mais je comprends l'idée et je trouve ça en tout cas très intéressant aussi pour, donner l'envie de faire à des collectivités qui des fois appréhendent, hein, ces projets de reconquête des friches qu'elles savent longues, qu'elles savent coûteuses. Voilà, avoir en tout cas la possibilité à jongler, à avancer sur un dossier, à ensuite peut-être en étudier un autre. Je trouve cette approche-là très, très pragmatique et je pense que voilà, le pragmatisme, c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut avoir quand on va à la fois étudier, les friches à l'échelle d'un territoire pour organiser son action et quand on va ensuite intervenir à l'échelle du site et parce qu'aussi ce pragmatisme, ça va nous permettre d'être, mmh. adaptables. Nous, on a un certain nombre de projets qui n'ont pas suivi l'évolution qu'on a souhaitée, ou plutôt qu'on avait imaginé et pas souhaité. Voilà, dans un certain nombre de j'ai par exemple en tête un projet de friche, une réflexion où on avait imaginé des projets mixtes, économie, logement, hôtellerie.
Alors déjà, à cette occasion-là, on a un petit peu, nous, découvert Epora que, voilà, on est habitué aux reconversions avec des usages un peu classiques, du logement, recréer de la zone d'activité ou une petite zone d'activité sur une ancienne friche. Dès qu'on va arriver sur des activités un petit peu différentes, de l'hôtellerie, de la restauration ou des ENR, on a besoin d'un réseau d'acteurs, on a besoin d'avoir des clés en termes de chiffrage, en termes de recettes attendues qu'on doit encore se construire, nous, et qui en plus évoluent très vite sur ce secteur ou qui peuvent être tout simplement très difficilement transposables. Si par exemple, voilà, on parle de l'hôtellerie, on sera vraiment sur des études de marché à une échelle telle que, il faudra être extrêmement prudent et faire à chaque fois du cas par cas. Et au final, dans certains projets, en plus, ben voilà, la crise sanitaire arrive depuis 2 ans. Bah Eh oui, bien, autant vous dire que là, on est un petit peu en train de réfléchir avec la collectivité à se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? ouais. Est-ce qu'on garde cette idée d'hôtel, sachant que là, en ce moment, les investisseurs en la matière sont juste absents? Ou est-ce que temporairement, on attend sur une partie de la friche et voir si ensuite le projet d'hôtellerie repart? Ou est-ce qu'on réfléchit à autre chose? Adaptabilité aussi sur un autre projet où Ah on oui. avait pu acquérir une friche en centre-ville. Le temps qu'un certain nombre d'études et d'arbitrages aient lieu, ben, la collectivité nous a demandé d'héberger une entreprise locale en fait, qui cherchait des locaux. Bon, bah, finalement, il s'est avéré que, peu de temps après, les projets de la collectivité, ont changé et que cette entreprise, en fait, a connu un essor que personne n'avait attendu et en fait, elle a demandé à la collectivité est-ce qu'elle pouvait nous racheter l'intégralité du site. Et Oui, donc alors. le fait de ne pas avoir, en fait, d'idées Mmh, présupposées, mmh. et de s'autoriser à rester curieux et à s'adapter, je trouve que c'est aussi un état d'esprit très, très intéressant qui peut être facilité par une étude à une échelle plus macro sur un territoire qui va permettre d'avoir des interventions sur différents sites. Alors très bien, Julie, avant de faire réagir Jean-Paul Georges qui vous a écouté tous les deux et encore Philippe Serre, on est d'accord, ça veut dire, si je comprends bien, Julie, vous êtes plutôt aujourd'hui, voilà, le mode projet tel que l'a décrit Philippe Serre, ben oui, vous l'accueillez et vous êtes plutôt favorable, mais ça veut dire qu'entre quelque chose de très stratégique et quelque chose de très opérationnel, allez, on dit le mot qui est à manier avec prudence parce qu'il dit plein de choses, mais cette agilité là, ça veut dire que dans le fond, à tous les trois, vous incarnez qu'il faut plus de stratégie, en même temps une capacité à un petit peu s'armer, comme dit Philippe Serre, pour être plus dans la valeur, l'atterrissage. Donc, on peut parler de stratégie agile là-dessus? Oui, en tout cas, une stratégie, oui. Je pense qu'une stratégie rigide, en tout cas, est à bannir. Donc, du coup, par la négative, oui, agilité, effectivement, ça me paraît être, en tout cas, pragmatique. Ça me paraît Voilà, avec des pragmatique compte réserves, tenu parce à la que fois des enjeux, à la fois quand même de l'investissement en termes d'ingénierie et puis financier, hein, faut le dire, effectivement. L'ADEME, les PORA peuvent être aux côtés des collectivités, mais appréhender des projets de friche, ça peut rester, quand on est en secteur avec un dynamisme relatif de point de vue immobilier, quand même des gros, gros projets pour des collectivités. Donc, avoir effectivement cette approche stratégique va aider à phaser, va aider à aller chercher des financements et va aider peut-être à recomposer l'ordre en fonction des découvertes ou des surprises qu'on aura. recomposer l'ordre, je suis mon ordre, je viens à vous Jean-Paul Georges. Philippe, quand vous écoutez, Philippe Serre, pardon, quand vous écoutez Julie, donc on est d'accord tous les trois, il peut se passer quelque chose d'intéressant dans la façon de reposer un peu les termes de l'action publique à plus grand cadre, sans trop appliquer à des usages habitat économie. Donc de ce que je comprends, on peut revenir vers Jean-Paul Georges en lui disant oui, on vous a entendu, c'est pertinent, mais en gardant les modalités du projet bien en tête. Oui, Allez-y, Jean-Paul, parce que je vois que Philippe Serre a fermé son micro. Allez-y, Jean-Paul. oui, Ah, moi, Philippe, allez-y, monsieur Serre, Oui, allez-y. oui, non, juste, je ne savais pas dans quel sens vous vouliez qu'on intervienne. Oui, oui, ben, moi, ce qui me semble intéressant dans ce que vient de dire Julie Arval, c'est qu'on a, eh ben, effectivement, à nous trois, enfin, nous trois, pas nous trois personnellement, mais ce qu'on peut représenter dans le circuit des stratégies publiques, ben, il y a les trois éléments indispensables en fait. Et je pense que les PORA et puis d'ailleurs tous les établissements publics fonciers en France hein, ont un rôle essentiel sur justement cette montée en puissance, en compétences, en conscience et en opérationnalité des territoires. C'est-à-dire que c'est là qu'on fait le lien et c'est très très important de le faire
quand sur certains secteurs, des territoires sont pas assez pourvus, pas assez équipés, que ça soit techniquement en termes de compétences ou en termes d'options stratégiques. Et donc ce lien entre la stratégie générale qu'on peut imaginer et qui a du sens, celle qu'a indiqué Jean-Paul Georges, et les collectivités, je pense que des établissements publics comme les PORA sont des liens essentiels pour ça. Et je rejoins aussi Julie Arval sur ce point. Euh, c'est sans des établissements publics comme ça, selon la complexité de l'opération, et c'est sûrement pour ça que les PORA n'a que des projets un peu complexes ou très complexes, selon la complexité, en fait, une collectivité seule est face à un mur parce que il y a besoin de voir le temps long, il y a besoin de mobiliser aussi des ressources techniques, d'ingénierie, etc. Et puis parce que c'est beaucoup d'interrogations, de retour en arrière, de tests, de plein de choses. Donc voilà, enfin moi je trouve très cohérent qu'on ait pu être réunis justement tous les trois parce que il y a bien ce lien qui me semble pertinent et qu'il faut encore renforcer parce que on ne coopère jamais assez en matière d'action publique, pas pour perdre du temps, mais pour toujours mieux se comprendre, toujours mieux se compléter et toujours mieux aller dans le même sens, chacun à notre niveau. Alors, Jean-Paul Georges, j'ai un peu retardé votre intervention, mais évidemment, on a fait un peu le tour de table. On est un peu d'accord, mais en même temps, on voit qu'on reste quand même sur des usages dédiés. Donc, que vous inspirent les interventions de Philippe Serres et de Julie Arval? Heu, Moi, par rapport à l'intervention de Philippe Serre, je suis dans le rêve, d'un espoir exécuté. C'est-à-dire qu'on a créé cet outil pour exactement appliquer la politique, que monsieur Serre applique à son territoire. Donc, pour moi, c'est parfait. Notre outil sert à rien, c'est bon, c'est nickel. Mais malheureusement, tous les territoires sont pas dans l'état d'avancement de celui de Belleville et donc je pense quand même que notre outil, et cette intervention, ce webinaire, ont leur importance. Oui, non, je voulais juste insister sur 2 points parce qu'un truc, qu'a dit monsieur Serres, c'est, la maîtrise du foncier par la collectivité, garder la maîtrise d'un projet. Effectivement, moi je pense qu'aujourd'hui, le foncier pour beaucoup de collectivités, en dehors de certaines exceptions où il y a plus de foncier disponible parce que c'est des métropoles, c'est très tissu et très urbain. Pour beaucoup de collectivités, le foncier, c'est une ressource. Jusqu'à présent, c'était une réserve, il y en avait, il n'y avait qu'à se servir dedans et puis l'agriculture s'adapterait à côté. De toute façon, on importera si on ne produit pas localement. Or, aujourd'hui, on se retrouve face à une contrainte légale qui dit que le foncier devient une ressource rare et à des objectifs au niveau de la production agricole, qui consiste à dire il faut sans doute produire du local, vivre des circuits courts. Donc le foncier devient un enjeu stratégique pour une collectivité, ce qu'il n'avait pas aujourd'hui. Alors, qui dit enjeu stratégique dit maîtrise de cette ressource. Et donc je pense que les collectivités vont avoir un revirement à faire. Jusqu'à présent, quand une collectivité aménageait, elle aménageait, puis elle laissait la disponibilité du terrain à qui l'acheter sans s'occuper de comment faire. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que les collectivités pardon, reviennent sur cette façon de gérer. Il va falloir qu'elles puissent se doter d'un moyen de conserver la maîtrise du devenir d'un terrain. Monsieur Serre a évoqué vaguement tout à l'heure les difficultés rencontrées sur le plan juridique par rapport à faire des volumes dans le terrain. Mm. Effectivement, il y a ce qu'on appelle le tréfonds et puis la surface. Garder la propriété du tréfonds, ça revient à louer la surface quelque part. Ça s'appelle un bail amphithéotique. C'est ce que pratique systématiquement, par exemple, la collectivité Rovaltain pour la zone d'activité qui est autour de la gare de Valence TGV. Il conserve la propriété du tréfonds. Quel est l'avantage? Ben ça, notamment par rapport à une zone d'activité, ça permet d'éviter que la zone se dégrade. Quand on a une activité qui s'arrête sur une zone, en général, c'est
Enfin, en général, c'est quelquefois lié à des activités de liquidation dans laquelle plus personne n'a trop intérêt à s'occuper de ce qui va se passer, sauf à en tirer le maximum d'argent pour alimenter les caisses de la liquidation. Le liquidateur, lui, il n'est pas impliqué dans la vie de la zone d'activité, il n'est pas impliqué Mmh. dans l'intérêt collectif de la zone Ouais, d'activité. ouais. Lui, ce qu'il veut, c'est remplir les caisses de la liquidation. Tandis que là, maintenant, avec une propriété qui est conservée au tréfonds par la collectivité, ça veut dire qu'elle a un droit de regard sur ce qui se passe au moment de la cession du terrain. Donc, c'est très important de conserver ce droit de regard. Et j'aurais tendance à dire que cette maîtrise, elle est également valable lorsqu'on parle d'urbanisme temporaire. Si on veut faire de l'urbanisme temporaire, ça veut dire qu'on veut garder le droit de changer la destination du foncier. Mmh. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on garde la maîtrise du foncier. On ne peut pas céder le foncier à quelqu'un en disant je vais faire de l'urbanisme temporaire. C'est pas possible. Ça, c'était la première remarque que je voulais faire. La deuxième, c'est par rapport à ce que disait Julie Herval. Euh, dans une stratégie foncière pensée par une collectivité, mettre en place des solutions sur une zone polluée, mettre en place à long terme des solutions de traitement peu coûteuses peut s'avérer très intéressant pour changer le devenir du terrain. Je vais donner un exemple absurde. On a un terrain où la dépollution va coûter 100, personne ne s'est intéressé à investir 100 dans cette dépollution parce que ça casse l'équilibre financier de tout recyclage. Si la collectivité a la possibilité d'investir 20 sur le long terme, sur 10 ans, pour faire une dépollution qui coûte 20, mais qui est pas très coûteuse, mais qui au final va amener le terrain dans 10 ans à avoir des frais de dépollution qui seront réduits à 30, ça veut dire qu'elle a changé complètement l'équilibre financier Mmh. pour un investissement minimum. Elle a changé complètement l'équilibre financier en jouant sur la durée. Il y a des solutions de traitement qui ne sont abordables que sur la durée. En général, elles sont relativement plus coûteuses par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Intervenir avec une grosse pelle mécanique pour tout envoyer en décharge ou en centre de traitement, ça coûte horriblement cher. Surtout que les décharges, maintenant, elles ont de plus en plus de mal à accueillir ce genre de choses. Donc là aussi, la maîtrise du foncier liée à une vision à long terme, peut amener une collectivité à changer l'équilibre du recyclage d'un terrain. Donc je pense que c'est intéressant. Dernière petite remarque sur le photovoltaïque et la biodiversité, je suis tout à fait d'accord et l'ADEME est totalement partenaire d'un projet qui vise à associer photovoltaïque et agriculture, notamment dans les vignes. Donc je repense un peu à Villefranche. C'est lié au changement climatique. Alors on est plus dans le sud dans nos expériences. Ça consiste simplement à protéger des cultures, voire dans certains cas des troupeaux qui pèsent dessous, des ardeurs du soleil en mettant du photovoltaïque au-dessus. Ah, Donc, ça commence à se c'est l'agrivoltaïsme, je crois. Ça commence à montrer que c'est efficace. ben voilà une belle piste pour les capitales vertes qui s'annoncent, les biocapitales. En tout cas, Jean-Paul Georges, je vais garder votre présence pour peut-être faire la transition avec nos collègues d'Urbacat qui vont peut-être cadrer des intentions sur ce que vous avez dit entre un outil au service d'une stratégie. Si vous deviez lancer un peu la présentation de Laurent Girard et de Damien Saunier qui est là et qui est vigilant aussi par ailleurs, qu'est-ce que vous diriez sur cette collaboration et votre attente un peu dans la façon d'avancer sur le développement d'outils d'aide à la décision nouveaux? C'est une collaboration qui prend ses racines assez loin, elle a plus de 10 ans maintenant, avec les agences d'urbanisme et c'est une collaboration qui est simplement liée à une chose, quand on prend, ADEME, soit son ancien nom Agence de la maîtrise, de l'énergie, soit son nouveau nom Agence de la transition, on voit nulle part écrit dedans urbanisme, aménagement du territoire. Et Donc, pour nous projeter sur ce terrain-là, on a choisi de travailler en partenariat avec des spécialistes du sujet et les spécialistes du sujet, c'est les agences d'urbanisme. Donc, c'est essentiellement parce que c'est pas notre vocation première, c'est Mhm, pas nos compétences premières, et mhm. qu'on avait des messages à porter dans ce secteur-là et à faire accepter par la communauté des aménageurs du territoire qu'on a choisi ce partenariat qui fonctionne très bien, dont on est très content et dont les dernières, productions, tournent autour de cette problématique des friches, et du zéro artificialisation nette. Très Donc, bien. je vais juste laisser la parole Ben voilà, pour on la va suite laisser la puisque parole à Laurent et Damien. Donc, on reviendra vers vous pour le débat suite à cette présentation et on se prend allez, un gros 15 minutes pour donner un peu les termes des collaborations actives entre l'ADEME et Urbacat. C'est parti, Laurent.
Donc, pour un peu la genèse du travail, on a aussi fait un benchmarking d'opérations exemplaires de requalification de friches, donc qui a montré notamment que bah, les friches, la reconversion, elle ne se faisait pas que par l'habitat ou une nouvelle vocation économique, mais qu'il pouvait y avoir d'autres usages, soit temporaires, soit plus définitifs, donc de renaturation qui pouvaient se faire. Et donc, c'était un peu la genèse. C'est cette étude qui a impulsé un peu la création de l'outil. Nous, là, ce que je voulais vous présenter, donc c'était un peu, on a beaucoup parlé de la stratégie friche. C'est un peu comment on s'y prend, selon nous, pour faire une stratégie friche ou au moins une réflexion globale sur les friches. Donc, pour nous, il y aurait en gros trois étapes. Il y a l'inventaire, dont on a déjà parlé un petit peu. On a déjà parlé, la stratégie et ensuite le projet, sa mise en œuvre. Donc, sur l'inventaire, on en a parlé, l'intérêt d'un inventaire qui soit le plus large possible pour éviter ce que disait Madame Arval, soit de contacter Epora, soit pour un projet vraiment particulier, parfois en pompier au moment de la préemption, soit par une approche thématique. Et c'est vrai que même nous, agence d'urbanisme, quand on a le service Habitat qui nous commande une étude, on cherche des gisements pour l'habitat, ou quand c'est le service éco, ce sera pour l'éco. Là, voilà, l'objectif, c'est d'avoir un inventaire le plus complet possible pour ouvrir tout le champ des possibles. Quand on regarde ce qui existe actuellement, donc il y a les inventaires nationaux ou régionaux, donc il y a Cartofriche, des friches de la région Rhône-Alpes, mais la connaissance, on s'aperçoit quand on connaît un peu plus le terrain qu'elle est assez incomplète. Il y a une deuxième source d'inventaire qui est assez pertinente, c'est la connaissance terrain, parce qu'on se rend compte que ceux qui connaissent le mieux les friches, c'est les communes ou les services éco des EPCI. Donc, c'est un apport nous, dans toutes les missions de recensement des friches, on se dit qu'on ne peut jamais se passer de cette connaissance terrain. Alors après, elle peut être partielle, voilà, tout technicien de service économie n'a pas la même connaissance de son territoire qui souvent peut évoluer euh, voilà. Et puis, il y a aussi une certaine, on peut le dire, une certaine rétention des fois d'informations sur ces friches avec le zéro artificialisation net qui fait un Oui. peu peur au territoire, qui ont des fois un peu tendance à cacher un peu à montrer le moins de friches possible. Et donc après, il y a les études de recensement donc, qui croisent un peu à la fois la connaissance terrain et des bases de données. Donc nous, on en fait notamment pour les PORA. Et donc voilà, l'objectif, c'est d'avoir un inventaire des friches le plus large possible en préalable de l'outil dont on va parler tout à l'heure. Ensuite, il y a la question, donc, une fois qu'on a tous nos sites, la stratégie. Donc, avant quand même de parler de l'outil qui a pour but d'ouvrir le champ des possibles sur les possibilités de reconversion, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi un critère qu'il faut croiser quand on élabore une stratégie friche, c'est la question alors on appelle ça nous la mutabilité, mais c'est de savoir aussi quels sont les propriétaires. C'est vrai que ça sera beaucoup plus facile de reconvertir une friche si, comme dans le cas de Faverges, elle appartient à la commune, ou comme dans d'autres cas, si elle appartient déjà à Epora, la mobiliser sera beaucoup plus facile que si elle a de multiples propriétaires. Il y a aussi toutes les contraintes qui se posent sur pas mal de vocations. Donc, on a parlé de pollution sur le cas de Faverges-Setnex. Il y a tout ce qui est risque également. Enfin, voilà, l'outil stratégie, enfin l'outil friche et transition, on va l'appeler comme ça, qu'on est en train de développer avec l'ADEME, il faut le croiser aussi à cette mutabilité du site et son contexte voilà, propriétaire et contrainte. L'objectif de cet outil, donc qu'on peut appeler friche et transition, c'est un outil d'aide à la décision, donc plutôt à destination des collectivités pour évaluer un potentiel de contribution de la friche à la stratégie trajectoire 2 degrés, donc la stratégie bas carbone, qui a pour but de hiérarchiser, enfin de faire une première hiérarchie des friches, on regarde leur contribution, et puis de qualifier les vocations possibles en
en se disant bien que l'outil n'a pas vocation à refermer la vocation d'une friche, mais plutôt de dire il y a tout ça qui est possible sur cette friche. Et on parlait aussi de projets multifonctionnels, à la fois ENR et renaturation, où ça pourrait être aussi de l'habitat et de l'économie, de l'habitat, de l'économie et de la renaturation et des ENR sur le toit. Enfin, voilà, c'est de garder ces champs des possibles ouverts, voire ça peut aussi donner des idées d'occupation temporaire. Oui, oui, y compris pour des Site. partenaires. Là, je vois en ligne le Grand Parc Méribel-Jonage. Voilà, on peut aussi voir dans des espaces nature ces hybrides. Si on rentre un tout petit peu dans le dur, voilà, en termes de méthodologie, donc c'est un outil qui croise bon nombre d'indicateurs, donc qui regarde le contexte environnemental de la friche, donc la pollution, trame verte, s'il y a des espaces de biodiversité protégés à côté ou sur le site, le réseau hydrologique, la structure végétale du site. Il y a la question du contexte urbain aussi, donc s'il y a des équipements, des transports en commun, c'est vrai que le site il sera plus favorable à un développement urbain, donc soit de nouveaux équipements, soit habitat ou quelque chose de mixte. S'il y a des réseaux de chaleur aussi, ça toujours dans un objectif de développement durable, si le bâti est plutôt compact. Et puis, ce qui est le plus innovant, c'est le potentiel de production d'énergie renouvelable. Donc, essayer de voir sur un site s'il y a un potentiel géothermique, s'il y a un potentiel photovoltaïque, éolien, méthanisation, énergie bois. Donc, c'est des indicateurs qui sont Oui, qui sont bien. en cours de développement, mais qui permettent au moins d'ouvrir un peu le champ de réflexion. Et donc, après, l'objectif, c'est de restituer donc, sur chacune des friches une fiche qui détaille ces différents indicateurs pour montrer une sorte de pré-diagnostic de la friche. Donc, toujours compliqué parce que c'est ce qu'il se disait en début des échanges. Par exemple, la pollution d'une friche, on la voit que quand on est sur le site et voir quand on a fini de la dépolluer, on sait, on sait l'estimer. Mais donc voilà, là, c'est un outil de pré-diagnostic pour comprendre un peu quelles sont les contraintes et les potentialités de chacune des friches avec un petit. L'idée, ce serait de faire donc, une petite synthèse graphique en fonction des vocations. Donc, c'est ce que je vous ai affiché sur le PowerPoint. Et là, on voit, par exemple, dans cet exemple, que tout n'est pas figé et qu'il y a différents potentiels sur cette friche. Et que je comprenne bien, Laurent, quand on revient sur cette slide avec ces jolies couleurs, on est bien d'accord, on croise un existant et on l'augmente par d'autres informations. C'est comme ça qu'on donne une complétude un peu de l'information. On va chercher dans cet inventaire d'autres sources d'informations. Alors, l'outil, il se base uniquement sur l'existant. D'accord. Là, ce n'est pas une analyse de projet. Par contre, l'ADEME a développé un autre outil dont parlait Jean-Paul Georges en début de séance, c'est l'outil Bénéfriche qui, là, donc ces deux outils sont complémentaires. En fait, là, on diagnostique l'existant et l'outil Bénéfriche, il a plutôt vocation à analyser un projet et de voir quels sont les bénéfices du projet de réaménagement de friche. Donc ça, ce sera plutôt l'outil Bénéfriche. D'accord. Ce qu'il faut peut-être préciser aussi, Laurent, c'est que cet outil se base, il utilise des données qui sont régionales. Donc, il n'y a pas de travail travail complémentaire pour aller chercher des données, construire de la donnée. Ça utilise toutes les données existantes. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus. Alors, c'est un avantage et un inconvénient dans le sens où on est donc du coup sur des données peut-être un peu moins précises que sur un travail fin de terrain. Mais ça permet d'avoir une analyse rapide, sans avoir à mobiliser de l'ingénierie en matière de SIG. Voilà. D'accord. Ben, merci de cette précision. Et ensuite, donc, la définition du projet. Ce que je retiens aussi des échanges de tout à l'heure, c'est que la stratégie, elle doit pouvoir s'adapter. Ça doit être une stratégie qui est agile et qui doit pouvoir s'adapter au fur et à mesure de ce qu'on trouve sur chacun des sites et à l'évolution du contexte. Donc,
je le redis encore une fois, oui, l'objectif, c'est pas de fermer le champ des possibles, mais bien de l'ouvrir. Et la définition du projet, elle doit interagir aussi avec la stratégie, si un territoire se dote d'une stratégie. Et puis là, on a recensé un peu, voilà, quand on définit un projet, donc quels acteurs peuvent nous aider. Donc on a déjà eu l'intervention d'Epora, donc qui peut assurer, soit dans ces phases de réflexion stratégique, soit après le portage foncier, les études préopérationnelles, les travaux. Il y a un acteur très important aussi sur les friches, nous, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Idéfriche, dont on n'a pas encore parlé pour l'instant, mais qui, lui, organise un réseau d'acteurs, organise aussi bon nombre de webinaires. D'ailleurs, Madame Maréchal s'excuse de pas avoir été, n'a pas été disponible pour aujourd'hui, mais elle aura bien aimé sur nos échanges. Donc, Idéfriche, qui est un acteur important, qui peut aussi contribuer financièrement et puis surtout techniquement. Les financements dont on a parlé tout à l'heure, donc il y a des aides importantes de l'État en ce moment. Et puis, sur l'analyse du projet, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure, l'outil bénéfice qui permet de mesurer la qualité et les bénéfices d'une opération de requalification de friche. Là, je vous ai mis, je m'écarte un peu du sujet, mais je vous ai mis aussi un réaménagement de friche donc, à Annonay, c'est la friche Faya. Il y a des choses qu'on peut pas, au-delà de la pollution, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre dans l'outil. Là, on a un bâtiment qui a une valeur patrimoniale. Il y a aussi cette question du patrimoine enfin voilà, il y a des éléments sensibles aussi à rajouter derrière, et un patrimoine, enfin sur des friches industrielles, il y a des villes qui ont un patrimoine, une histoire industrielle et un patrimoine industriel. Et la démolition aussi peut, enfin voilà, ça peut avoir un impact sur l'identité de la commune, et c'est pas toujours la meilleure solution. Merci pour ces slides très clairs. Est-ce que je peux vous demander à tous les deux comment vous voyez un petit peu le déploiement de ces travaux en lien avec notre partenaire ADEME, qu'on se rende un peu bien compte, voilà, il y a un travail assez important à la clé, j'imagine. Nous, l'objectif, c'est que cet outil, après, il puisse servir donc, à toute collectivité qui voudrait monter une stratégie friche ou une réflexion friche, de l'utiliser le plus simplement possible. Alors, c'est pas évident parce on est sur un outil qui croise beaucoup de bases de données, donc le rendre accessible à tous, voilà, ça sera notre challenge pour les prochains mois. Mais l'objectif, c'est aussi d'inciter les collectivités à avoir une stratégie friche et puis à faire de la transversalité aussi entre. La méthode qu'on propose, elle permet de faire de la transversalité aussi entre les services. C'est pas simplement le PLH qui demande une étude de gisement foncier pour l'habitat ou l'éco qui cherche des sites de plus d'1 hectare pour développer de l'industrie. C'est d'avoir une vision d'ensemble, et puis peut-être que certains sites intéresseront à la fois le service éco pour développer du bureau, et puis le PLH parce qu'on peut faire du logement au-dessus, et puis le PCAET parce que les panneaux photovoltaïques peuvent se mettre sur le toit, ou alors on peut s'intégrer sur un réseau de chaleur. Et donc, enfin voilà, alimenter encore cette transversalité. En tout cas, c'est une proposition qui a le mérite effectivement de créer une médiation sur ces sujets. Philippe Serre, est-ce que vous auriez plaisir à commenter ces supports dans votre univers, dans votre collectivité, fort de votre expérience de Faverges-Setnex? Est-ce qu'aujourd'hui, sur d'autres territoires, cet outil permettrait un peu de vous avoir un peu comme médiateur culturel, j'ai envie de dire, des transitions? Ah ben, avec grand plaisir, et je pense que, alors, il faudra voir de manière effectivement très concrète comment ça peut être utilisé, et puis ce que vous avez réussi à récupérer comme données. Mais en tout cas, la présentation est très très séduisante, et je pense que c'est un super point d'appui pour discuter en fait, parce que le problème d'évoquer ces questions-là de manière,
j'allais dire théorique. Je ne dis pas qu'on a fait de la théorie ce matin, mais quand je dis théorique, c'est au sens où il faut forcément que des territoires se raccrochent à des espaces Globale sur. qu'on puisse caractériser, dont on puisse parler, etc. Et ce Oui. recensement-là, il est extrêmement intéressant parce que il pourrait permettre de donner une porte d'entrée concrète, réelle à ça. Et à mon avis, ça peut être un vecteur effectivement d'appropriation et de communication sur les enjeux qui serait vraiment très intéressant. Donc moi, en tout cas, Mais Philippe Serre, je rajoute un point à ce que votre propos. Dans le fond, on le voit bien, il y a peut-être des façons de faire le récit d'expériences positives ou d'intentions positives sur la transition, mais on le voit, il y a quand même des fonciers qui sont très rivaux. oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant et c'est ce que vous évoquez depuis tout à l'heure, c'est ça nous extirpe d'une certaine manière en premier contact de l'approche thématique. C'est-à-dire que là, il y a une approche généraliste qui part de la question de la ressource, en fait, de la ressource foncière, sans qu'elle soit précaractérisée. Alors bien sûr, sur les territoires, tout de suite, va y avoir une approche j'allais dire, le risque, mais ça, c'est des questions d'accompagnement que peuvent faire les agences d'urbain, que peuvent faire EPORA, peuvent faire l'ADEME, etc. Mais c'est de dire, non, mais attendez, pour l'instant, on ne parle pas de ça. Pour l'instant, on essaye de parler de la ressource et de s'interroger sur la stratégie territoriale. Ne sautez pas dessus en disant, ah ben, c'est bon, ça tombe bien, ça, on va en faire ça. Mais on va se poser 2 minutes et puis on va réfléchir sur la ressource et surtout, on va réfléchir à ces questions, ces fameuses questions de court, moyen, long terme qui sont essentielles. Mais en tout cas, moi, je pense que la porte d'entrée, elle est bonne et justement parce qu'elle n'est pas, de ce que j'ai compris, thématique. Parce qu'elle ne va pas être thématique par Oui. essence, elle va être la question de la ressource. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que les questions d'aménagement, mais on le disait tout à l'heure, et puis et Laurent le disait aussi, même à l'agence, quand c'est le secteur habitat, le secteur, voilà, c'est en fait les questions d'aménagement sont souvent prises, mais on comprend, hein, par l'objectif, en disant ben, on doit trouver tant d'hectares ou tant de logements, etc. Et donc après on regarde la ressource. Et puis c'est comme ça, enfin ça se comprend intellectuellement, hein, même pratiquement, c'est tout à fait compréhensible. Et en même temps, c'est pas forcément le plus pertinent pour avoir une meilleure stratégie durable sur le territoire. La question de l'objectif. La question de la ressource, elle est préalable à tout. Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites, et y compris, moi je le vois, l'agence dans le cadre du projet urbain qu'on est en train de développer. Les questions foncières et de ressources et de stratégie foncière sont presque, j'allais dire, un point d'entrée avant de commencer à parler de Oui. développement. Oui, sur cette sobriété. Alors, on le voit bien quand vous écoute, messieurs et Julie qui doit être encore par là et tous nos partenaires. Cette entrée sobriété donc est intéressante. Elle donne un peu une autre façon d'entrer dans l'action publique. Aussi de faire mûrir l'idée de créer des réserves, de ne pas tout consommer, parce qu'on voit bien qu'avec la ZAN qui arrive, on a aussi des phénomènes d'addiction à la consommation d'espace. Et dans le fond, est-ce que l'ADEME ne nous propose pas ici, dans le fond, une médiation plus sereine, plus apaisée, et qui fait qu'on peut se parler calmement, sereinement, et on observe quand même une montée en tension un peu comment dire, des usages et du temps court qui est très important. Donc, Jean-Paul, est-ce qu'il faut apporter beaucoup de pédagogie aussi autour de cet outil? Comme tout outil neuf, je crois qu'il faut apporter beaucoup de pédagogie, effectivement. Moi, je voulais juste revenir sur la présentation de l'outil. On vous a présenté une illustration qui date d'avant qu'on ait développé plus particulièrement une illustration du potentiel ENR. Donc, dans l'illustration que vous avez vue en slide 13, le potentiel ENR est un peu perdu dans le potentiel agro-environnemental. Maintenant, on a développé une illustration, un camembert plus précis sur le potentiel ENR. Je revenir aussi également sur ce qui a été abordé. C'est un outil qui est essentiellement SIG. C'est un système d'information géographique. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'outil la base de données SIG de l'inventaire
et l'outil va cribler les sites qui ont été retenus au regard de diverses couches qui caractérisent les paramètres retenus pour déterminer les potentiels. Donc c'est vraiment un outil qui est, à partir du moment où on a un inventaire sur SIG, et qu'on utilise à travers cet outil des bases de données régionales qui sont en accès libre quasiment ou quasiment, c'est un outil qui a vocation à pouvoir être utilisé très facilement, qui permet de sortir effectivement derrière des camemberts, mais qui va permettre de sortir des tableurs Excel, qui peut permettre à un bureau d'études d'aller faire d'autres Oui. recherches dessus. Donc c'est vraiment un outil qui est là pour servir de base à une discussion, à l'élaboration d'une stratégie. C'est vraiment l'objectif qu'on veut lui donner. Deux autres précisions sur cet outil, enfin une autre précision, nous n'avons pas intégré le caractère pollué ou pas du terrain dans cet outil. Pour la bonne raison, comme on le dit, c'est que la seule façon de savoir si un terrain est pollué, c'est de faire des investigations dessus. Pour faire des investigations dessus, il faut avoir le droit d'entrer sur le terrain. Donc c'est une information qui n'est pas accessible lorsqu'on part à partir d'un inventaire. Puisque dans un inventaire, il peut y avoir des propriétaires différents qui peuvent être plus ou moins ouverts à l'idée d'aller faire des trous sur leur terrain. Et donc, on n'a pas cherché à connaître cette information, sauf à travers la base de données Basias et les bases de données Basol, qui ont pour unique vocation de planter un petit drapeau sur la parcelle. Attention, il y a eu une activité économique et il y a potentiellement des traces de pollution dans le sol. Mais on n'en sait pas plus officiellement à travers Basias et Basol. Enfin, Basol un peu plus quand même. Enfin bref, je voulais juste dire que c'est un outil qui a vocation à lancer un débat, lancer une recherche de pistes de travail au sein d'une collectivité, en ouvrant le champ des possibles sur des réserves foncières qui sont là et qui sont à disponibilité dans le cadre d'une politique où l'artificialisation sera de plus en plus compliquée. Super. Je reviens vers vous, Philippe Serre. Est-ce que vous auriez aimé avoir un outil comme ça avant de vous lancer sur Faverges, Setnex? Vous parliez de la piste cyclable, de ces projets, effectivement, voies vertes, etc. Est-ce que maintenant que le temps est passé, que vous avez évidemment ce background sur les transitions, est-ce que ça vous aurait aidé à un moment donné d'avoir cette médiation-là? Alors, oui, je pense. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas sûr que, compte tenu du projet de Faverges, et qu'il était repéré par les élus et que ça aurait peut-être pas changé grand-chose. Par contre, je suis quand même convaincu, mais même encore aujourd'hui et sur la communauté de communes Saône-Beaujolais, je suis convaincu que ça méritera de l'attention, hein. Même si on pense avoir déjà fait un travail de recensement et d'identification important. Aujourd'hui, moi, je pense que cet outil, y compris à moi aujourd'hui, il va m'être utile. C'est clair, c'est évident. Et quand je parlais tout à l'heure des tensions, j'ai vu que vous ne raccrochiez pas à mon propos, mais est-ce qu'on est dans le cadre de la ZAN, on voit bien qu'aujourd'hui, il faut aussi un peu créer un autre écosystème de la sobriété. L'économie de la sobriété, il faut l'installer, il faut aussi la raisonner. Donc ça veut dire que vous seriez, comment dire, plus outillé si effectivement on portait un propos général et qu'on adhérait aussi, enfin on faisait adhérer un peu les privés aussi à cette vision-là. Oui, oui, oui. En fait, il y aura, j'allais dire, le ZAN va augmenter l'état de tension, forcément. Mais c'est pas forcément mauvais. Je veux dire, augmenter un état de tension, la question c'est comment on trouve des stratégies, des méthodes pour les résoudre, les tensions. C'est pas l'état de tension, c'est même pas mal parce que ça permet à tout le monde de s'y intéresser. Parce que non mais c'est vrai, tant qu'on se pose pas de soucis, et ben, ou tant qu'on se pose pas de problème, ou tant que tout est plus ou moins possible. D'ailleurs, pourquoi on n'a pas pris suffisamment d'attention à la question des friches au sens général et celle qu'a donné Jean-Paul Georges? C'est parce qu'on a préféré, entre guillemets, faire plus facile. Pourquoi on ne prend pas plus d'attention au logement vacant? Parce que c'est plus facile de construire du logement neuf. Mais je ne dis pas que tout ça, pour travailler avec des élus depuis plus de 10 ans, je comprends. Et moi-même, je trouve beaucoup plus facile de construire euh, un nouveau Les quartier plutôt que bâtiments, d'en ouais. réhabiliter un. Bien sûr que c'est beaucoup plus facile. Mais sauf que c'est pas que c'est facile ou pas facile. Maintenant, la question, elle est posée. Et la réponse, elle est donnée. La stratégie est donnée. Des lois successives depuis les années 2000. La dernière sur le zéro artificialisation nette, c'est des
ce sont globalement, je ne parle pas en détail techniquement, mais de bonnes lois au sens de l'aménagement du territoire. Donc l'attention, elle va augmenter, public ou privé, hein, des fonciers publics ou privés. Et il faut qu'on se dote d'outils. Et donc ça en est un. Et comme je le disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est pas un outil où on va orienter tout de suite l'usage, cette question-là. C'est un outil qui dit, bon, concrètement, notre stratégie territoriale, c'est quoi? Par rapport aux ânes, c'est quoi? Et ça apporte, ça va pas apporter toutes les solutions non plus, mais ça apporte quand même de la matière à réflexion, une matière à réflexion qui est extrêmement intéressante. Très bien, merci on abuse de vos réactions parce que, voilà, encore une fois, être un peu dans le off des collectivités, c'est toujours un moment intéressant. Jean-Paul Georges, on s'avance petit à petit au terme de cet échange. On a dit, Excuse-moi, je oui, relaye une Damien, question dans le chat, peut-être que oui, Laurent, tu as volontiers. peut-être la réponse. Une question de Thierry Lagarde de la métropole de Lyon qui demande qui dit que le potentiel s'exprime en pourcentage et il demande sur quelle base de 100 on s'appuie. C'est Alors, simplement si tous les indicateurs étaient à fond, on a 100%. En fait, c'est un croisement de. C'est assez complexe à répondre comme ça, mais sur chacun je des peux partager indicateurs. peut-être l'écran pour montrer Oui, oui, oui. une montrer juste une petite slide qui rentre peut-être un peu plus dans le détail. Je vous fais peut-être une promesse de Gascon. Non, non, mais on apprécie cette, cette Alors, réactivité. je vous montre, voilà comment ça se. Vous voyez Oui, très bien. la slide. Donc en fait, vous voyez sur le tableau qui est à droite, hein, vous avez un certain nombre d'indicateurs avec vous avez les thématiques et les indicateurs derrière. Et en fait, c'est un système de pondération. On met des notes plus ou moins pondérées et on arrive à une note finale. Et en fait, pour exprimer de façon un peu, comment dire, u- euh, de Oui, façon, comment dire, Heu, pour qu'on puisse exprimer chaque potentiel, sur la même base, on utilise des pourcentages. Mais en fait, le pourcentage, c'est juste une façon d'avoir une restitution de l'information. Mais c'est en fait une accumulation de points qui sont donnés d'accord. à chaque parcelle en fonction des indicateurs et des pondérations qu'on a mis en place, sur lesquelles on peut plus ou moins jouer. Voilà, mais c'est une façon d'exprimer un potentiel entre 1 et 100, voilà, c'est X points et là on l'a juste exprimé en pourcentage, tout Est-ce que simplement. vous travaillez sur quelques exemples là, peut-être pour une prochaine séance, pour nous faire visualiser ce que peut être une expression en pourcentage sur un site spécifique? On a commencé des expérimentations, enfin, notamment une sur le territoire des balcons du Dauphiné, mais c'est vrai qu'on est encore en cours de test et on ne veut pas montrer quelque chose qui est encore pas totalement abouti. Ouais. D'accord, En mais vous êtes à l'œuvre, hein. Oui, et en tout cas, il y aura, on est en train de travailler aussi sur un guide d'utilisation. Donc il y aura vraiment l'outil sera fourni avec, un manuel, vraiment pour comprendre, quelles bases sont mobilisées, et comment se servir de cet outil. Alors, Donc c'est comment un vous travail qui est en cours et qui va sur cette année 2022, donc là, aujourd'hui, on a un joli lancement et d'informations et encore une fois, grâce à nos partenaires avec ces regards très éclairés sur la transition. Ça veut dire que, donnez-nous un petit peu le timing de l'année 2022. Est-ce qu'on recroise prochainement et on se redit des choses bientôt? Comment vous voyez les choses dans l'animation des groupes projets? Ou si vous avez des sollicitations, c'est le moment d'en parler. Est-ce que vous constituez des comités techniques ou vous vous donnez un petit peu de temps quand même pour fixer les choses? Jean-Paul, vous pouvez intervenir aussi. Ce que je peux dire, c'est quelle est la stratégie de l'ADEME. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que cet outil se diffuse le plus largement possible. Donc, a priori, ce sera plutôt un outil qui sera en libre accès. Reste à savoir comment organiser ce libre accès. Ça reste un petit souci technique qu'il faut qu'on analyse. Pour le moment, il est porté par l'agence d'urbanisme de Clermont-Ferrand au niveau du support technique, on va dire. Euh, et après, il restera à savoir comment on peut l'utiliser. Dans tous les cas, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau des
des interventions de l'ADEME. L'ADEME, dans le cadre de sa stratégie d'aide, je vous ai parlé tout à l'heure de l'aide au diagnostic, il est bien entendu qu'on aide aussi à la réalisation des inventaires. On aide financièrement à la réalisation des inventaires. Donc on peut imaginer effectivement que des collectivités qui souhaitent se lancer dans un inventaire exhaustif puissent déposer un dossier sur notre plateforme Agir pour la transition, et D'accord. donc il sera instruit dans le cadre de notre politique de soutien. On peut aussi imaginer que des collectivités qui auraient lancé des inventaires, je vais dire, biaisés, partiels, avec une vocation logement ou une vocation activité économique, puissent nous solliciter pour compléter cet inventaire. Là, il y aura pas de problème non plus. Et puis derrière, l'utilisation de l'outil, on est encore aujourd'hui, malheureusement, c'est pas finalisé, mais c'est normal parce que c'est quand même un outil qu'il faut développer et peaufiner. On réfléchit à comment le mettre à disposition et l'utiliser. Et le territoire de l'aire métropolitaine lyonnaise, quand même, il est un bon territoire d'expérimentation. On voit qu'il y a des travaux d'Urbacat qui sont très féconds autour d'une typologie de territoire et plein de diversité de territoires. Est-ce que pour vous, c'est aussi un très bon territoire d'expérimentation pour vous, Jean-Paul, entre ceux qui n'en ont pas besoin, ceux qui en ont très, 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 très besoin? Je pense que plus un territoire est vaste et possède de sites susceptibles d'être passés au crible de cet outil, plus ça permet de d'affiner la réflexion sur le devenir de chaque site, d'éviter justement les conflits d'intérêts dont vous parliez tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, si un site arrive tout seul, Oui, porté par un privé en disant: «Je vais faire du logement», il y a potentiellement les développeurs économiques à côté qui vont dire: «Ah oui, mais non, mais c'est parce que c'est un site qui est très intéressant pour faire de l'économie». Si on a une vision globale du territoire en disant, ben oui, mais il y a d'autres sites qui peuvent être mis pas en concurrence, mais qui peuvent venir compléter l'offre en logement et l'offre en activité économique, on va plus facilement résoudre ces tensions sur le devenir d'un site particulier. super. Alors, on s'annonce, on arrive au terme de l'échange. Je vais vous donner à chacun un peu le mot de la fin, puisque 11h45, je pense que c'est raisonnable pour vous libérer et commencer peut-être à vaquer à d'autres occupations, peut-être un déjeuner à l'extérieur, je vous le souhaite. Ce mot de la fin pour ma part, je voulais juste vous dire que c'est vraiment très, très, très agréable d'avoir aussi ce tour de table partenarial sur une scène certes distancielle, mais de mieux comprendre. Merci beaucoup quand même à cet effort pédagogique que vous avez tous fourni et donné cette vision d'action publique à l'aune de l'impératif environnemental, Jean-Paul. C'est très, très loin, mais effectivement, ça nous fait monter en tension. Donc, Jean-Paul, si on s'annonçait un peu sur la conclusion, ça serait quoi vos vœux là, de 2022? Parce que je crois que c'est le dernier jour pour les faire. En plus, ben, moi, j'aurais un vœu qui consiste à dire, j'engage les collectivités à reprendre la main sur la maîtrise de leur foncier, par tous les moyens qui sont à leur disposition. Pour moi, c'est si le ZAN doit servir à une chose, il faut que ça serve à ça. Mmh. On a parlé de baux amphithéotiques pour avoir la maîtrise du sol au niveau des zones d'activité. Il existe également, alors j'ai perdu le nom parce qu'excusez-moi, je suis ni urbaniste ni juriste. Donc il y a des choses que j'ai en tête, mais je ne sais plus comment elles s'appellent. Mais je sais qu'il existe la même chose pour le portage du foncier dans le cadre de la production de logements, C'est qui pas le bail permet d'éviter. C'est le bail réel et solidaire, ouais. BRS. Voilà, c'est ça. Ça permet Ah, de construire sur un terrain sans et le locataire, enfin Mmh. les logements construits payent une location pour le Et terrain. ça diminue le prix, Ça diminue le prix global et ça permet à la collectivité de conserver la maîtrise du foncier également. Donc, un souhait, maîtriser votre foncier au niveau des collectivités, ça vous permettra d'appréhender le ZAN avec beaucoup plus de sérénité. très bien, c'est bien. Monsieur Serre, alors même formulation un peu positive. J'ose plus dire positive, négative dans la période actuelle, hein, on sait que c'est très connoté sur nos tests. Moi, ça me va bien de reprendre les vœux déjà de Jean-Paul Georges auxquels je m'associe. Et puis, effectivement, aussi, peut-être espérer, il y a la question de la maîtrise foncière, et puis espérer aussi que on puisse s'interroger un peu plus, j'allais dire, de manière un peu plus évidente et rationnelle à l'avenir de nos territoires qui sont une petite partie de l'avenir de la planète. Parce que c'est aussi ces logiques qui ont été
voilà, qui ont été martelées par les premiers écologistes il y a déjà plusieurs décennies sur le penser global, agir local. On n'a jamais été aussi près de ça et on l'a beaucoup perdu de vue ou jamais eu trop en vue sur les questions d'aménagement du territoire, ou pas assez en tout cas. Et là, on est à un virage et il faut le prendre. Donc voilà, mais je suis convaincu qu'avec tous les acteurs qui s'engagent aujourd'hui dans les réflexions et dans les stratégies là-dessus, il y a de quoi discuter et de quoi avancer. Ah, super. Bah, écoutez, merci à vous tous. Merci aux équipes d'Urba 4, Laurent Girard, Damien Saunier, Sabine Nozier. Merci à notre partenaire ADEME, à notre partenaire Belleville-en-Beaujolais, à notre partenaire EPORA, à vous tous qui vous nous avez suivis ce matin de la métropole de Lyon, du Grand Parc Mairie Belgenage, DDT 69. Je vous lis je formule un vœu, c'est de remercier aussi beaucoup les équipes informatiques et l'équipe de com qui est venue nous secourir sur la visio. Et en tout cas, vite de vous retrouver sur ces questions pleines de ressources pour notre partenariat. Bravo à vous et compliments sur vos qualités de récit à vous tous. Bravo.